Voilà plus de 2000 ans qu'elle relie les continents. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, les caravanes de chameaux l'ont sillonnée, passant de montagne en désert, d'oasis en oasis. Puis elle est tombée dans l'oubli. Aujourd'hui, la Chine veut la faire renaître de ses cendres pour en faire l'autoroute du commerce mondial. Les remparts de Xi'an ont protégé les empereurs de Chine pendant des générations. Cette métropole a été la capitale de nombreuses dynasties. Elle était aussi le point de départ de la mythique route de la soie. Porcelaine, soieries et épices partaient pour l'Europe. Les convois à destination de la Chine étaient chargés d'or, de pierres précieuses et de verre. Peu à peu, cette route semée d'embûches a laissé place au transport maritime. Aujourd'hui encore, Xi'an se distingue par le métissage des cultures que les caravanes ont apporté avec elles. Notre voyage débute à Xi'an et nous conduira vers les anciennes cités caravanières à travers la Chine. La route de la soie désigne un enchevêtrement de routes commerciales qui convergent jusqu'en Europe. Notre itinéraire va suivre l'une des anciennes routes principales qui se termine sur les hauts plateaux, à la frontière du Pakistan. C'est dans cette vallée près de Xi'an que se trouve l'imposant mausolée du premier empereur Qin. Il a été érigé une centaine d'années avant le début du commerce régulier le long de la route de la soie. Ce lieu doit sa renommée mondiale à ses gardiens, les soldats de terre cuite. Cette armée de 8000 statues, toutes différentes les unes des autres, a été découverte par hasard en 1974 par des paysans qui voulaient creuser un puits. Peu après la mort de l'empereur Qin, en 210 avant notre ère, le mausolée a été pillé et détruit. Les fosses dans lesquelles se tenaient les soldats se sont effondrées. Les guerriers présentés aujourd'hui ont été reconstitués, car ils ont tous été trouvés dans cet état. Cette mission de reconstitution a été confiée à Li Xiuzhen, fasciné par ces témoins muets du passé de la Chine. Les vêtements, les uniformes des soldats en terre cuite reflètent le style vestimentaire sous la dynastie Qin. Leurs coiffures témoignent de leur rang social. Cette armée nous en dit beaucoup sur la société et les techniques de l'époque. Nous avons le privilège de pénétrer dans les coulisses du patrimoine mondial, l'hôpital réservé aux soldats d'argile. C'est ici que Li Xiuzhen, à l'aide de ses collaborateurs et d'experts allemands, tente de percer un mystère. À quoi ressemblaient vraiment ces guerriers ? À l'origine, ils étaient colorés, mais la peinture est en grande partie écaillée. C'est la couleur d'origine, appliquée il y a plus de 2000 ans. Elle ressemble vraiment à la couleur de peau, rose pâle. Voici la couleur originelle de l'armure, qui est bien conservée et qu'on obtient à la surface. Si on reproduit un de ces soldats en terre cuite, on peut essayer de recréer la couleur en peignant cette réplique. Quelques 700 000 ouvriers auraient participé à la construction de ce mausolée, dont les fouilles sont loin d'être achevées. De nouveaux vestiges ne cessent de ressurgir. C'est un travail de longue haleine que de prendre soin de ces trésors du passé. Le commerce actif sur la route de la soie a débuté bien après l'empereur Qin, mais on en trouve déjà les prémices à son époque.
Avant la route de la soie, il y avait déjà de nombreux échanges entre l'Orient et l'Occident. On a beaucoup de preuves archéologiques, comme du cuivre, du bronze ou du fer, qui venaient de l'Ouest. L'empereur Qin ne s'est pas limité à la construction de l'armée de terre cuite. Il est aussi à l'origine de l'édification de la Grande Muraille. Ce despote a conquis un à un les royaumes combattants pour en faire une Chine unifiée. Son mausolée se situe au pied d'une colline, à 1500 mètres de son armée d'argile. Nul ne sait ce qui se cache sous terre. Le tombeau impérial n'a jamais été ouvert. À la périphérie de Xi'an, des caravanes de la route de la soie du XXIe siècle se préparent. Sun Chunli étudie le contenu de la mission. On prend l'autoroute jusqu'au bout, dit-il. Ces trois hommes doivent livrer des camions-bennes. Ils n'ont pas le droit de dépasser les 70 km/h, mais cette cadence leur convient. Les véhicules flambant neufs viennent de sortir de l'usine de l'entreprise chinoise. Si tout va bien, ils seront chez le client dans 6 à 7 jours, à la frontière du Kazakhstan. C'est un long voyage, mais ça me plaît de suivre cette route. Ça fait 4 ou 5 ans que je fais ça. Je suis un optimiste. Dernière vérification. Le délai est serré. Le client du Kirghizistan veut récupérer les véhicules dans 1 semaine au plus tard, dans la ville de Orgos, à la frontière kazakh. Même sur la mythique route de la soie, le travail de chauffeur routier est difficile. Les journées sont longues et il faut rester concentré. 3500 km de route s'étirent devant les conducteurs de poids lourds. La croissance économique est en berne et chaque mission est la bienvenue pour Sun Chunli. Ces routiers gagnent à peine 30 € par jour, ce qui est peu même en Chine. À partir de maintenant, leur vie de famille n'existe plus qu'à travers le téléphone portable. On s'y est habitué. Jusqu'à présent, on a réussi à joindre les deux bouts. Mais depuis l'année dernière, c'est plus difficile. Avant, il y avait plus d'allers-retours. C'était plus simple de gagner de l'argent. En ce moment, il y a moins de missions et peu de trajets vers Orgos. Xi'an est une métropole chinoise moderne. Mais dès la sortie de la ville, les paysages sont à couper le souffle. La route de la soie évoque bien tout le charme que suggère son nom. Au bord du chemin, les troupeaux de yaks ne se laissent pas impressionner par les automobilistes pressés. Les routes montent à 4000 mètres d'altitude. Elles longent les drapeaux à prières tibétains suspendus au passage des cols pour que les vents portent les prières jusqu'aux cieux. Un monde mystique marqué par une histoire riche et un quotidien difficile. Nous sommes dans un village agricole de la province du Gansu, à plus de 1000 km de Xi'an. Gu Jianjie, comme beaucoup d'autres ici, vit de l'agriculture. À 37 ans, c'est l'un des benjamins du village. La plupart des jeunes de son âge sont partis dans les villes depuis longtemps. On y trouve de meilleurs emplois, de meilleurs hôpitaux et de meilleures écoles. C'est la pause déjeuner. Ici, on vit encore dans des fermes traditionnelles, derrière de hauts murs dissimulant une cour intérieure. Longtemps, Gu a dû s'occuper de sa mère malade. C'est pour cela qu'il est resté au village. Sa femme l'attend pour déjeuner. Plus tard, leur fille partira pour la ville. Ses parents trouvent la vie à la campagne trop rétrograde, même s'ils s'en accommodent. Beaucoup de choses restent bon marché et l'agriculture rapporte suffisamment. Ici, on travaille plus librement. En ville, les horaires sont calibrés. On y circule mal, il y a des embouteillages, et c'est dangereux de se rendre à son travail. Je connais quelqu'un qui a eu un accident de voiture cette année.
L'agriculteur est une sorte de chef de village. Quand il a une annonce à faire, il utilise les vieux haut-parleurs. Il rappelle à ses concitoyens de payer pour l'irrigation des champs. La route de la soie pèse à nouveau dans la politique du pays et la nouvelle est arrivée jusqu'ici. On a déjà discuté de ça lors de réunions. On s'occupe de la terre, mais très peu des affaires de l'État. On en entend parler à la télé et on comprend un peu ce qui se passe. Mais d'un autre côté, l'État, c'est l'État. Et le village, c'est le village. Certains sont plus rapides. Un grand chef d'entreprise de Jiangye vient acheter les produits des agriculteurs. Zhu Zongyuan place beaucoup d'espoir dans la nouvelle route de la soie. Le gouvernement cherche de nouveaux marchés pour relancer les échanges commerciaux. Les légumes produits ici sont déjà livrés au Kazakhstan, au Kirghizstan et en Russie. On essaie de développer le commerce avec nos partenaires étrangers. On veut mettre en place de bonnes conditions générales et construire des ponts sur la route de la soie. C'est le plus important. On est tous d'accord là-dessus. L'entrepreneur a déjà accru son activité. Ici, la terre est fertile et moins polluée que dans beaucoup d'autres régions de Chine. Quand le réseau routier se sera étoffé, ces légumes pourront être fraîchement livrés dans d'autres pays d'Asie centrale. Le voyage offre bien des surprises. À Jiangye, le nettoyage des rues est pour le moins original. Aux portes de la ville, la nature offre un spectacle féerique. Du temps des dinosaures s'étendait ici un océan. On dit que chaque strate de couleur représente 1 million d'années. Mais la renommée des montagnes multicolores de Jiangye n'est pas si lointaine. Lei Qingyi, un ancien berger, est le premier à avoir eu l'idée de les dévoiler au reste du monde. Avant, la situation économique était très mauvaise. Personne ne s'intéressait au voyage ou à la photographie. En 2000, un photographe est venu dans la région et je l'ai emmené ici. Ces clichés ont été rapidement diffusés sur Internet. Le parc national de Jiangye Dangxia est devenu célèbre. Aujourd'hui, Lei Qingyi possède un petit hôtel. À l'époque, il parcourait les montagnes colorées avec ses moutons. Pour les gens du coin, elle n'avait rien d'exceptionnel. Après le passage du photographe, Lei Qingyi a pris conscience du trésor qu'elle recelait. Il a aménagé des accès et au fil des années, les photographes ont afflué. Il a gagné un peu d'argent, mais il a commencé à grincer des dents quand le gouvernement a mis la main sur sa petite merveille. Depuis, le gouvernement a fait de nombreux aménagements et investi beaucoup d'argent. À l'époque, je ne voyais pas les choses comme ça. Mais plus tard, je me suis dit que c'était mieux que l'État s'occupe du développement. En effet, l'État injecte désormais des millions dans le parc national pour y ouvrir des musées, des restaurants, des aires de loisirs. Avec la nouvelle route de la soie, le tourisme doit aussi se développer dans les anciens centres d'activité. Jadis, ces montagnes représentaient probablement des obstacles sur le parcours des caravaniers. Aujourd'hui, elles émerveillent les touristes. Lei Qingyi dit que les groupes de touristes lui rapportent suffisamment. Il profite bien plus du spectacle qu'à l'époque où il était berger. C'est chez moi ici. Tous les jours, j'amène des photographes ici, le matin ou le soir, par tous les temps. Les montagnes multicolores se métamorphosent d'heure en heure. C'est beau, tout simplement. On peut venir plusieurs fois par jour, on est toujours sensible à cette beauté.
Celui qu'on appelle le découvreur des montagnes multicolores est libre d'aller et venir comme il veut. Parfois, il les a pour lui tout seul, comme avant. La Chine a largement aménagé la partie de la route de la soie qui traverse son territoire. En plus des autoroutes, des trains à grande vitesse vrombissent dans le paysage. Peut-être qu'un jour, ils rallieront l'Europe. C'est déjà le cas des trains de marchandises et la Chine veut intensifier ses liaisons. En plein désert se dresse un vieux bastion de la Chine ancienne. Le fort de Jiayuguan. Il protégeait les caravanes des attaques des bandits. La bureaucratie chinoise existait déjà du temps où l'explorateur Marco Polo empruntait la route de la soie. Cette porte était le point de contrôle des visiteurs qui entraient et sortaient. À présent, c'est l'artiste Li Sen qui officie. Il reproduit les anciens documents de voyage, fidèles aux originaux. Autrefois, les gens devaient demander un laissez-passer qui était établi sur une feuille de papier. Les personnes de plus haut rang recevaient un passeport en bois. Les soldats en faction avaient une plaque qu'ils devaient porter à la ceinture. Quand quelqu'un voulait entrer ou sortir, il devait la présenter. Ce bastion était protégé par 1 millier de soldats. Il y avait un petit théâtre pour les divertir, et en cas de danger, des unités des garnisons alentours pouvaient être appelées en renfort. Jiayuguan marque aussi l'extrémité occidentale de la Grande Muraille. Mais ce n'est pas le tronçon le plus important. Grâce à la nouvelle route de la soie, j'espère que les touristes du monde entier vont en apprendre plus sur le rôle qu'a joué cet endroit, aussi bien en termes de stratégie que d'échanges culturels. Un espace économique dynamique avec de nombreux pays, une autoroute moderne de marchandises mêlant toutes les cultures. Voilà comment la Chine veut promouvoir sa vision de la nouvelle route de la soie. Sur l'ancienne route de la soie, les caravanes ont transporté plus que des soieries et autres denrées précieuses d'un continent à l'autre. C'est avec elles que le bouddhisme est arrivé en Chine. Dunhuang était l'un des centres bouddhiques les plus importants. Cette ville-oasis peut largement vivre de son patrimoine historique. Les dirigeants communistes chinois ne sont pas vraiment favorables à la religion, mais depuis que la route de la soie est devenue un enjeu majeur, le tourisme est en plein essor. Xing Geixiang est un homme d'affaires qui vit dans la banlieue de Dunhuang. Il possède un petit hôtel et a beaucoup de temps pour lire. Il savoure la renaissance de la ville oubliée le long de la route de la soie. Ses affaires se portent bien. Une fois la haute saison terminée, beaucoup de gens de notre village voyagent un peu partout. Ils vont à l'étranger ou visitent la Chine. Tout va très bien pour nous. Cet entrepreneur a assisté à une période moins faste quand les habitants étaient de modestes agriculteurs. Dunhuang et la route de la soie n'intéressaient pas grand monde. En 10 minutes, à bord de sa mini-voiture électrique, il est dans le désert qui fait la richesse de la ville. Les étables des 1000 chameaux sont juste à l'entrée du parc. Lui aussi en possède. Avant, il conduisait les touristes dans le désert, mais désormais,
il emploie des gens pour le faire. Dunhuang est l'une des parties les plus enchanteresses de la route de la soie. Son lac en forme de croissant de lune et les légendes qui y sont associées n'y sont pas étrangers. La source existe depuis 2000 ans, mais à cause de la baisse du niveau de la nappe phréatique, le lac est désormais rempli artificiellement. Un décor de feuilleton télévisé qui invite à rêver. J'adore le désert. C'est tellement immense. J'ai vu cette robe du royaume de Lulan à la télé et je l'ai empruntée. Je peux me mettre dans la peau d'une personne qui vivait dans l'ouest de la Chine à cette époque-là. Un peu moins à la mode, ces modèles uniques de chaussons évitent d'avoir du sable dans les chaussures. Les habitants des grandes villes chinoises ne se perdent pas si facilement dans le désert. Lorsque Xing Eixiang était agriculteur, il utilisait les chameaux pour le travail des champs. Aujourd'hui, ces mêmes bêtes donnent aux touristes l'impression d'être des caravaniers. Ces 30 dernières années, mon village a beaucoup changé. On n'est plus obligé d'aller travailler au champ. On fait pousser de l'herbe et on vit de notre petit commerce de chameaux et de nos hôtels. Une caravane se composait le plus souvent de plusieurs centaines de chameaux. Les voyages s'étalaient sur de longues semaines. Les hommes comme les bêtes étaient mis à rude épreuve, même si peu de caravanes allaient d'un bout à l'autre de la route. Le commerce se faisait sur certains tronçons. Chaque année, des millions de touristes affluent ici. En plus de parcourir le monde, la classe moyenne chinoise découvre la beauté de son propre pays. Peu de voix s'élèvent contre les dépenses liées à la route de la soie. Mais les pays voisins s'inquiètent de devenir de plus en plus dépendants d'une Chine toute puissante. Pékin fait tout pour présenter son grand projet sous son meilleur jour. Cet héritage commun est le même thème de prédilection des pièces de théâtre. Le soir, au beau milieu du désert, une troupe se prépare à interpréter une histoire d'amour tragique au temps de la route de la soie. La pièce se joue en plein air sur une scène ultra-moderne pour les touristes de Dunhuang. C'est l'histoire d'une princesse promise à un roi étranger, mais qui s'enfuit avec un artiste. À la fin, ils sont tous les deux arrêtés et la princesse retrouve tristement son palais. Les mythiques routes commerciales s'illuminent dans la nuit du désert. En Chine, tous les chemins mènent désormais à la route de la soie. Notre voyage nous emmène plus à l'ouest, dans des contrées toujours plus reculées. En plein désert, M. Zhang balaye le bas-côté de la toute nouvelle route. J'ai balayé quasiment toute la route, d'ici jusque là-bas. Aller-retour. Vous balayez depuis combien de temps? Plus de 20 jours. Ce sera encore long? 7 ou 8 jours. Derrière ce travailleur assidu, ses collègues du camion de marquage font une pause. Un balayeur solitaire dans un désert qui regarde passer des trains à grande vitesse. Décidément, la route de la soie est à l'image de la Chine, pleine de contrastes. La région est encore plus déserte, mais toujours fascinante. Elle offre des paysages à couper le souffle.
Ces roches du parc de Yadan ont été façonnées par l'eau et le vent. Nous sommes entre la province de Gansu et la région autonome de Xinjiang, notre prochaine étape. Au temps de l'ancienne route de la soie, les empereurs de Chine considéraient ces régions comme occidentales. Le Xinjiang est la plus grande région du pays. Politiquement instable, elle est peuplée de plusieurs minorités qui ont leur propre langue et leur propre culture. Pékin ne traite pas les diverses communautés musulmanes de la même façon. Par exemple, les Hui ont les faveurs du gouvernement qui ne perd pas de vue les investisseurs arabes. La ville oasis de Turpan compte beaucoup de mosquées. Dans l'une d'elles, on est en train d'inhumer un chef de communauté. À ce qu'on dit, il était un bon musulman et un bon communiste. Les hommes accompagnent le défunt pour son dernier voyage au cimetière. Ce sont les Ouïghours, peuple turcophone et musulman, qui se sentent les plus discriminés. La Chine mène une politique de répression sous couvert de la lutte contre le terrorisme. Toute personne qui critique ouvertement le régime s'expose à de sérieux problèmes avec les services de sécurité. Turpan est le point le plus bas de la Chine. Dans cette cuvette, les températures peuvent atteindre les 50 degrés en été. Mais grâce aux anciens systèmes d'irrigation, les habitants peuvent vivre de l'agriculture en plein désert, sans oublier le tourisme. Pékin investit beaucoup d'argent dans le développement de la région. Beaucoup de choses ont changé ici. C'est mieux qu'avant. On a beaucoup de clients. Par exemple, il y a des gens qui peuvent se construire des maisons, alors qu'avant, ce n'était pas abordable pour eux. L'argent est censé apaiser les conflits. Des trains à grande vitesse s'arrêtent déjà à Turpan. Pendant qu'une légère tempête de sable souffle à l'extérieur, l'agent de sécurité rappelle qu'il est strictement interdit de fumer. La région est de plus en plus appréciée des touristes chinois. Les paysages sont vraiment variés entre le désert, les lacs, les hauts plateaux, et je peux tous les voir. Chez moi au sud, il n'y a pas de désert. En plus ici, il y a plein de minorités qui ont le sens de l'hospitalité. Le Xinjiang est pauvre, mais il est riche en matières premières. Dans ces paysages qui s'étendent à perte de vue, d'immenses parcs éoliens jalonnent la route. Le gouvernement veut réduire la dépendance de la Chine au charbon. Nous retrouvons nos 3 chauffeurs routiers de Xi'an. Leur voyage touche à sa fin. Sun ne peut pas admirer le paysage. Il ne quitte son camion que pour dormir ou aller aux toilettes. Il pense souvent à son fils de 10 ans qu'il voit rarement. Il peut seulement lui téléphoner. Il espère qu'il ira à l'université et si ça ne marche pas, à l'armée. Je veux pas qu'il soit chauffeur routier, c'est trop dangereux. L'armée pourrait lui faire du bien, ça forge le caractère. À la tombée du jour, quelque part entre les éoliennes et les montagnes, un resto chinois. Les hommes ont déjà parcouru plus de 2000 km. C'est l'heure d'aller dormir. Cet hôtel de routier n'a rien de romantique. Mais il ne coûte que l'équivalent de 2 € la nuit. Le budget est serré et de toute façon, il n'y a pas d'autre option dans le coin. Au moins, il y a un lit. Il fume une dernière cigarette. Après 5 jours de route, les hommes sont épuisés. On finit par s'habituer à cette vie. Demain, ils essaieront d'arriver à destination, au nord, à la frontière du Kazakhstan. Une fois les camions bennes livrés, ils rentreront à Xi'an en train.
Plus au sud s'étend l'un des tronçons les plus spectaculaires de la route de la soie, avec comme point de départ un lieu mythique. Kashgar était un haut lieu de commerce à l'époque de la route de la soie. Aujourd'hui, les descendants des marchands peuplent les rues, à commencer par les Ouïghours, mais aussi les populations kirghizes, tadjiks et ouzbeks. Le bazar reste l'un des plus importants d'Asie centrale. Pékin se trouve à plus de 4000 km. La vie dans cette ville oasis y est bien différente. Mais comme partout, le Parti communiste est omniprésent. Il y a même 2 horaires. Officiellement, c'est l'heure de Pékin qui prévaut. Mais au quotidien, le Xinjiang utilise souvent son propre fuseau, avec 2 heures de décalage. Les touristes chinois sont enthousiastes, même si la communication avec leurs compatriotes est laborieuse. Le plus souvent, les membres des minorités parlent à peine le chinois. J'aime beaucoup les jolies femmes, les hommes et les maisons. Mais je ne pourrais pas vivre ici. Nous sommes des Chinois Han. On a des modes de vie différents. La modernisation de la Chine a aussi transformé Kashgar. La plupart des maisons en torchis ont été rasées par les gouverneurs successifs de Pékin. Toutefois, une partie du quartier historique a subsisté et a été rénovée. La Chine appelle cela l'aide au développement. Quand les détracteurs y voient un coup porté à la culture ouïghour, beaucoup d'habitants constatent simplement une meilleure qualité de vie. Kashgar est le point de départ de la légendaire route du Karakorum. Elle longe les frontières de l'Afghanistan et du Tadjikistan et conduit au Pakistan. Longue de 1300 km, elle atteint 4700 mètres d'altitude, ce qui en fait l'une des routes de haute montagne les plus spectaculaires au monde. La Chine aménage une piste de terre en autoroute. Le pays investit des milliards, y compris dans le Pakistan voisin, menacé par les talibans. Ce qui est en jeu, c'est l'accès aux matières premières et à de nouveaux marchés. Le gouvernement veut aussi stabiliser cette région en crise grâce au développement économique, car il craint l'influence des islamistes étrangers dans son propre pays. Il n'y a pas une minute à perdre. La circulation a été interrompue sans préavis pour laisser place aux goudronneuses. Aucune déviation n'est possible. Il n'y a pas d'autre route. Il faudra patienter 5 heures dans la chaleur écrasante avant de pouvoir repartir vers le dernier avant-poste chinois. Ici, tout est encore paisible. La route du Karakorum serpente à travers plusieurs montagnes et longe des colosses de la nature comme le Mustagata, littéralement le père des montagnes de glace, qui culmine à plus de 7500 mètres. Une minorité kirghize vit au pied du massif. Les yourtes ne sont utilisées qu'en été. L'hiver, le thermomètre frôle les moins 30 degrés. Sur les rives pittoresques du lac Karakul, à plus de 3000 mètres d'altitude, Erding profite de ce havre de paix avec ses petites nièces. Cette grande famille vit ici depuis 5 générations. En hiver, il fait un froid glacial. On traverse le lac à moto. Il y a peu de touristes. Mais en ce moment, en été, c'est vraiment agréable. C'est une chanson sur un chagrin d'amour. Ici, le mode de vie est encore traditionnel. Les chapeaux à motifs font aussi partie du folklore. Ils sont en poil de chameau. La particularité des chapeaux kirghizes, c'est qu'ils tiennent chaud en hiver. Mais on peut aussi les porter en été. Ma famille les fabrique. Moi, je ne sais pas faire ça.
Une vie modeste. Les Kirghizes de la région sont semi-nomades et vivent surtout de leurs troupeaux de moutons, de yaks et de chameaux. Ils peuvent aussi compter sur quelques touristes et des aides de l'État. Erding et sa femme ont 4 enfants adultes. Une de leurs filles travaille loin d'ici, dans une grande ville. Les autres gardent les troupeaux autour du lac, comme leurs ancêtres. Le couple ne quitterait pour rien au monde ces montagnes et cette nature préservée. Pour eux, si la nouvelle route de la soie peut apporter un peu de vie autour de leur yourte, c'est une bonne chose. Quand la route sera terminée, ce sera mieux pour nos affaires. On pourra avoir plus de bêtes et plus de viande, qui est de très bonne qualité ici. On pourra vendre nos produits artisanaux et on aura des aides du gouvernement. À côté, leur petite nièce dort bien emmaillotée. Cela fait tout juste 50 ans qu'il existe une route praticable là-haut. La route du Karakorum se poursuit jusqu'au Tashkourgan, dernière ville chinoise avant la frontière du Pakistan. Le village de Xindian est assez récent. Il y a quelques années, un projet hydraulique a contraint les habitants à se déplacer ici, à 70 km. La plus grande maison est au bout de la rue. Aujourd'hui, c'est l'effervescence. On célèbre un mariage. Devant la porte, on découpe un yak pour les invités. Ici, la plupart des habitants sont tadjiks. La veille du mariage, c'est un balai incessant d'allées et venues chez la famille Murzakarim. Pour se dire bonjour, on s'embrasse. Sur la bouche de femme à femme, dans la main de femme à homme. Et d'homme à homme, c'est comme ça. Hadji Nazar est policier. C'est lui le futur marié. La doyenne de la famille, sa grand-mère Rabaronne, le prend à part. Respecte ta femme. Occupe-toi d'elle pour que vous ayez une belle vie. Quand tu étais enfant, je t'ai porté en haut des montagnes, jusqu'à nos bêtes. Veille sur le reste de la famille, c'est mon seul souhait. À ma mort, j'ai peur que vous soyez moins unis. Les invités se succèdent pour boire le thé dans le salon décoré pour l'occasion. Il ne manque plus que la future épouse. Elle arrivera demain, après le mariage, pour ne plus jamais repartir. Le père du marié collecte l'argent qui ira aux jeunes mariés. La famille s'occupe de tout. Le mariage est l'événement le plus important dans la vie. Bien sûr, je suis nerveux, mais ma famille s'occupe des préparatifs. Je peux me détendre. Je n'ai rien à faire. Cet homme est père de 5 enfants. La famille Murzakarim est l'une des plus aisées de Tashkourgan. Certains invités apportent des moutons en guise de cadeau. Ces flûtes ont été sculptées à partir des os des ailes d'un aigle. Ali, le plus jeune frère, exécute la danse de l'aigle, une danse de cérémonie. Tous les enfants de la famille sont partis étudier dans les grandes villes, ont appris le chinois et sont revenus. Je suis tadjik. J'aime ma culture tadjik et le paysage ici. Notre vie est simple. Elle n'est pas aussi développée et trépidante que dans les grandes villes, mais elle est paisible. 40 000 habitants dans un cadre idyllique. On est bien loin de l'agitation des grandes métropoles chinoises, plongées dans un épais brouillard de pollution. Cette forteresse en ruine témoigne encore de l'époque de l'ancienne route de la soie.
Ces bons pâturages faisaient le régal des caravanes de chameaux qui cheminaient vers l'Inde. À présent, au pied des montagnes du Pamir, des hôtels sortent de terre, dans l'espoir d'attirer touristes et hommes d'affaires. C'est un jour de mariage le long de la route de la soie. Nous arrivons chez la mariée. Les habitants habitent à 5 km l'un de l'autre. Le convoi transportant les Mourzakarim est accueilli chaleureusement. Aujourd'hui, Haji Nazar va se lier pour la vie à son amour de jeunesse. Aïe Malik, la mariée, peut maintenant se changer à l'abri des regards dans la pièce réservée aux femmes. J'ai vraiment le trac. Je ne sais pas pourquoi. On sort les nouveaux collants de leur emballage. La mariée se cache derrière une épaisse couverture. Le rouge et le blanc représentent la joie et la pureté de l'amour qui unit le couple. Aïe Malik travaille pour la municipalité. Elle quitte définitivement la maison de ses parents. À partir de maintenant, son visage est recouvert d'un voile. Mais seulement pour la fête. Demain, elle pourra de nouveau se montrer. Elle entre dans le grand salon avant le marié et attend dans un coin. Puis c'est au tour d'Haji Nazar qui écoute l'imam. Le bol rempli d'eau salée fait partie du rituel de la cérémonie. Comme la farine saupoudrée sur l'épaule pour bénir et exprimer le bonheur. Sans oublier la danse de l'aigle, exécutée inlassablement. Pas le droit de s'embrasser. On procède à l'échange des alliances. Elle en a plus que lui. Ils font tous les deux les mêmes vœux. Ce serait bien d'avoir une vie tranquille, faite de respect et d'entraide. Ce serait notre plus grande joie. On aimerait aussi que nos parents restent en bonne santé et pouvoir rester à leur côté. C'est le plus important. Dehors, la dot est bien empaquetée. Tapis, malle, réfrigérateur. Il ne manque plus que les enfants pour les combler de bonheur. Le convoi conduit le couple chez les parents du marié. C'est là qu'ils vont vivre. Haji Nazar et Aïe Malik peuvent maintenant bâtir leur avenir commun. Quelque part entre l'ancienne et la nouvelle route de la soie.